France Info. C'est un homme qui inlassablement tente de comprendre de quoi sera fait notre avenir, un scientifique, grand vulgarisateur. Bonjour Joël de René. Bonjour. Très heureux de vous accueillir dans ce studio. Vous êtes prospectiviste, docteur ès sciences, un homme qui milite aussi pour un certain art de vivre. C'est ainsi qu'à, on peut dire votre âge ? Oui, bien sûr. 77 ans. Exactement. Vous continuez non seulement à faire du sport, mais du surf, dont vous avez d'ailleurs fait une philosophie de la vie. En préparant notre entretien, Joël de René, vous m'avez d'ailleurs dit que vous aimeriez d'abord parler de la santé. C'est une des révolutions du numérique, une de plus ? C'est une grande révolution du numérique puisqu'on peut faire quelque chose maintenant pour nous et en même temps ça bouleverse l'industrie pharmaceutique dans la mesure où on peut faire de la prévention quantifiable, c'est-à-dire mesurer les effets de ce que l'on fait avec tous les appareils que l'on peut porter sur soi, depuis les montres qui prennent un certain nombre de paramètres de votre santé jusqu'à des lunettes que l'on met sur son visage. Et donc on devient un émetteur-récepteur dont votre médecin peut vous aider à équilibrer votre alimentation, votre sport, votre exercice, votre stress, etc. Donc, alors, on va revenir sur le rôle du médecin, mais ce que vous nous dites, c'est que finalement, on va pouvoir en permanence se surveiller soi-même, surveiller son état ? alors, si on le souhaite, parce qu'il ne faut pas que ça devienne ce que j'appellerais du santéisme. Il y a même des gens qui passent leur temps, ça s'appelle le quantified self en anglais, la mesure de soi-même, et ils postent ça sur Facebook et sur Internet pour dire aux gens, regardez comme je suis en forme. Non, ça devient un excès ridicule. Mais d'être capable de mesurer en permanence des choses que l'on fait tous les jours. Mais avec, quoi, par exemple ? Ce qu'on fait d'abord tous les jours avec deux instruments qu'on a chez soi, c'est sa balance et son miroir. C'est tout ce qu'on a. On se met sur une balance, on dit zut, je prends un peu de poids ou j'ai maigri, et on se regarde, on dit donc j'ai des poches sous les yeux, je dors pas assez. Mais maintenant, on va pouvoir mesurer des quantités de paramètres de sa santé grâce à des... Alors quoi donc, par exemple ? Par exemple, vous pouvez mesurer séparément votre battement de cœur, votre tension. On va pouvoir mesurer son taux de cholestérol, son taux de sucre. Et le plus important, c'est que ces éléments vont être intégrés entre eux, donnant une sorte de tableau de bord santé personnalisé. Et ça révolutionne ce qu'on appelle déjà la e-santé, la santé électronique. Et c'est pas une façon de contourner le médecin, justement ? Mais non, je pense qu'au début, il va y avoir un excès. Les gens vont aller sur Internet faire de la cybermédecine, discuter dans les réseaux sociaux. Ils le sont déjà. Ils le sont déjà. Discuter entre eux, qu'est-ce que tu prends ? Je prends ça. Et surtout, c'est beaucoup plus grave, commander sur Internet des médicaments falsifiés dans certains pays. Mais je pense que de plus en plus, avec cette information permanente que l'on pourrait envoyer à son médecin, il va devenir ce que j'appelle un conseiller de vie. Pas seulement un prescripteur d'ordonnance, on va aller acheter en pharmacie, mais un conseiller de vie, vous connaissant mieux. D'ailleurs, on pourra aussi, ça c'est un... Une sorte de coach. Mais attendez, et comment on le rémunère ? Parce que du coup, on n'ira plus voir son médecin, il vous enverra des mails, il vous appellera de temps en temps, on va le mensualiser ? Un sorte de forfait. Vous savez qu'en Chine, on paye son médecin quand on est en bonne santé, et dès qu'on est malade, on arrête de le payer parce que c'est de sa faute. Joël de René, est-ce qu'il faut être obsédé par sa santé ? Non, je pense qu'il faut savoir que l'on peut faire quelque chose pour soi. Pendant très longtemps, on a cru « je suis déterminé, c'est la fatalité, ce sont mes parents, ce sont mes gènes, je n'y peux rien ». Et je ne sais pas les effets de ce que je fais. On fait un régime, on ne voit pas ce que ça donne. On fait de l'exercice, on ne voit pas ce que ça donne. Maintenant, avec ces appareils de mesure, je ne vais pas donner le détail, on va pouvoir voir les résultats. Et ça, c'est très important. Parce que l'évaluation de ces efforts de prévention, c'est une sorte de récompense qui vous dit « je suis sur la bonne voie, je peux y aller ». Et la petite phrase que j'utilise toujours, c'est « oui, on peut faire quelque chose pour soi ». Si on extrapole un petit peu ce que vous nous dites, Joël de René, et avec les progrès de la science, on ne va pas détailler toutes les branches, on va pouvoir également anticiper les maladies, modifier les parties du corps défaillantes. Est-ce qu'une forme d'immortalité n'est pas à portée de main ? Alors, je ne suis pas d'accord avec ceux qu'on appelle les transhumanistes. Voilà. C'est une sorte de philosophie de scientifiques, d'ailleurs d'excellents scientifiques, qui disent qu'avec les puces implantées, avec la médecine régénérative, avec les cellules embryonnaires, on va pouvoir réparer des organes abîmés et ne plus vieillir. Je trouve que cette position, leur position philosophique, est à la fois élitiste et égoïste. Je pense que la mort est nécessaire à la vie, qu'on a besoin de partir pour laisser et de permettre à la nature de se recycler. Parce que les molécules, les atomes de votre vie, à moins que vous vous enfermiez dans un coffre en plomb, vont être recyclables et recyclés. Donc le transformisme, c'est une idée intéressante, mais attention à l'immortalité, c'est égoïste et élitiste. Joël de René, invité d'un monde d'idées toute la journée sur France Info. On se retrouve tout à l'heure. France Info.
Le scientifique et prospectiviste Joël de Renet est notre invité toute la journée. Et votre spécialité, Joël de Renet, eh bien, c'est le futur. Tout à l'heure, on parlait de la santé. J'aimerais que l'on évoque un autre grand défi qui attend nos sociétés, celui de l'énergie. À la fin de ce siècle, nous serons 11 milliards d'individus sur Terre, avec des besoins en énergie qui ne cessent de croître. Comment faire face à la demande ? Alors, tout ça, c'est la grande question de la transition énergétique. Comment on passe de systèmes centralisés, comme des centrales nucléaires, des centrales à combustible fossile, à gaz, ou même des centrales hydroélectriques, des centrales à des décentrales, c'est-à-dire à des systèmes de production d'énergie, d'électricité par exemple, qui sont en plusieurs endroits, répartis selon les conditions locales et qui sont connectés entre eux. Je dis qu'Internet c'est fini, on va vers Enernet. Enfin, je dis Internet c'est fini pour faire une blague parce qu'on entre dans un écosystème numérique dans lequel on sera en permanence. On n'ira plus sur Internet, on sera dans Internet. Bon, mais alors attendez, vos histoires de décentrales, j'aimerais qu'on comprenne bien comment on fabriquera quand même de l'énergie. Est-ce que les énergies fossiles, c'est définitivement terminé ? Est-ce qu'il ne faut se tourner que vers les énergies renouvelables ? Alors, je pense que les énergies fossiles sont en voie d'être terminées. Et alors, pourquoi ? Parce que moi, je ne parle pas des énergies renouvelables. Je parle de l'énergie renouvelable au singulier. Il y en a 12, je ne vais pas vous les dire, ça va depuis le vent, depuis le soleil, l'hydroélectricité, la biomasse, le biogaz, même la géothermie. Je parle de l'énergie renouvelable et je dis même les 3 E. Et c'est la réponse à votre question. E, économie d'énergie. E, efficacité énergétique, l'augmenter. Et 3, l'énergie renouvelable en mix. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que pour avoir des gigawatts d'électricité en permanence, il faut que les énergies aléatoires, que sont le vent ou le soleil, puissent être combinées avec des ressources permanentes. Vous les avez nommées, la biomasse, le biogaz, la géothermie, l'hydroélectricité. Comment faire ? Eh bien, on peut le faire grâce à une grille intelligente de distribution de l'électricité. Si cette grille est passive, qu'elle vous emmène l'électricité d'une centrale nucléaire à votre compteur, elle ne fait rien d'autre que le transport. Mais maintenant, on va vers ce qu'on appelle des smart grids. Et je suis heureux de Réseau intelligent de transport d'électricité, en bon français. Exactement, en bon français. Je suis heureux de dire que la France a pris une position d'avance dans ce domaine-là, grâce à ERDF et ce qu'elle a fait maintenant RTE, le réseau de transport d'électricité. Pourquoi ? Parce qu'avec des entreprises comme ST Microélectronique, on met des puces sur le réseau passif et grâce au courant porteur en ligne, on peut faire en sorte qu'un réseau passif devienne un réseau intelligent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce réseau s'adapte à l'offre, à la demande, à la nuit, au jour, à l'été, à l'hiver. Et donc, il module la production d'électricité en fonction des besoins. Alors, ces smart grids, j'entends bien, permettent d'optimiser au mieux notre consommation, mais pas de fournir cette énergie. Mais si, bien entendu, parce qu'en combinant les énergies renouvelables entre elles, avec aussi dans le mix pendant assez longtemps, le mix des énergies classiques, à la fois fossiles et nucléaires, on ne va pas pouvoir s'en passer du jour au lendemain. Mais ce mix énergétique combiné et distribué par une smart grid fait que l'on a l'énergie dont on a besoin au moment où on en a besoin. Et c'est cette combinaison qui permet de fabriquer des gigawatts d'électricité et d'offrir ce qu'on appelle dans le jargon des énergéticiens un base load, c'est-à-dire une énergie en continu pour les entreprises et pour les particuliers. Déjà, des pays le font. On est en train de commencer à essayer d'avoir 20-25% d'énergie renouvelable, mais il y a des pays qui sont à... La Réunion, par exemple, essaye d'être en 2040 à presque 100% d'énergie renouvelable. Joël de Renet, où en est l'état de la recherche ? Est-ce que nous allons trouver de nouvelles formes d'énergie ? La voiture à hydrogène, par exemple, dont on parle depuis des années, elle va voir le jour ? Déjà, Toyota a prévu la voiture à hydrogène en 2015, 2016, 2017. Donc, c'est prévu. Le problème, c'est l'alimentation. C'est-à-dire, il faut des stations-service qui distribuent l'hydrogène. Mais la voiture à pile à combustible, qu'est-ce qu'une pile à combustible ? Elle transforme l'hydrogène en électricité, parce que cet hydrogène va pouvoir, dans une membrane spéciale, donner des électrons d'électricité. Donc ça, c'est pas de la science-fiction. Ah non, ça c'est la réalité totale. Il y a même longtemps que ça existe, la pile à combustible. Au final, Joël de Renet, vous n'êtes pas du tout inquiet ? Je ne suis pas inquiet parce que je vois les progrès techniques. Je suis plus inquiet sur les capacités des politiques et des industriels à s'adapter à ces changements extraordinaires dans l'intérêt de tous. Je suis pour une démocratie énergétique et je vois qu'elle arrive doucement et avec beaucoup de mal. Le scientifique et prospectiviste Joël de Renet, invité d'Un monde d'idées. À tout à l'heure. France Info. Depuis ce matin, on essaie de tracer à grands traits ce que pourrait être notre futur avec vous, Joël de Renet, scientifique, prospectiviste. On a parlé de notre santé, on a parlé d'énergie. J'aimerais dans cette dernière partie que l'on évoque
le savoir, la révolution de l'enseignement que vous appelez de vos voeux. La France n'est effectivement pas très en forme sur le sujet, elle ne cesse de reculer. Vous avez vu ça au classement PISA, classement international. Qu'est-ce qu'il faut faire? La coéducation. La coéducation et l'utilisation de l'écosystème numérique dans lequel on est. C'est un grand mot, on va dire Internet. Moi, je ne dis plus Internet, je dis Internet, c'est déjà derrière nous. L'important, c'est que nous vivons dans un écosystème numérique. Nous pouvons nous y connecter. Nos enfants et nos petits-enfants le font déjà. Ils se forment, ils s'informent par les réseaux sociaux, par les moteurs de recherche. Ils échangent de l'information sur YouTube, à la fois pour jouer, pour s'amuser, mais en même temps, d'une certaine manière, pour s'éduquer. On s'informe sur les réseaux sociaux, il y a quand même énormément de bêtises également. Non, Comment est-ce qu'on fait le tri? Je ne suis pas d'accord. Moi, je me informe. Par exemple, Twitter, c'est un réseau social. Twitter, c'est une extraordinaire source d'information, à condition de savoir s'abonner à des revues, à des journaux. Et en 140 caractères plus un lien cliquable, on a de l'information. Donc, c'est là. Alors, on dit on va mettre des tablettes dans les écoles. Ça ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est éduquer à la culture du numérique. La culture du numérique, c'est la culture transversale, la culture systémique qui permet de voir toutes les applications possibles pour un service pédagogique donné. Donc là, les professeurs doivent comprendre qu'il ne suffit pas de rajouter une tablette dans une classe, qu'il faut un système pédagogique dans lequel les élèves, en groupe, vont travailler ensemble pour aller chercher de l'information, la retraduire dans un rapport, dans une proposition, même dans un petit film en vidéo que l'on peut faire aujourd'hui. Donc ce à quoi j'appelle, c'est à la fois à la coéducation intergénérationnelle. Il faut aller plus vite que le système éducatif national, qui lui est très linéaire, très séquentiel. La coéducation intergénérationnelle veut dire que des jeunes de 15 ans peuvent aider à former des seniors, à tous ces outils transversales, de manière systémique, comme je le disais, mais aussi que les seniors peuvent aider les plus jeunes à contextualiser cette boulimie d'informations qui arrive de partout, mais qu'il faut reclasser sous un angle politique, spirituel, philosophique, économique. Qu'est-ce que font les professeurs dans votre système? Les professeurs sont des médiateurs, des communicateurs. Ça ne va pas beaucoup leur plaire. Mais si, ils le sont déjà. Ils le sont déjà, ce sont plus simplement les détenteurs de la discipline de la classe et de toutes les informations. Les informations, ils ne les ont plus dans leur tête, ni dans les livres seulement. Les informations sont sur le réseau aussi. Les informations peuvent être partagées entre les étudiants avec le professeur qui joue beaucoup plus le rôle d'un catalyseur. Je dis souvent cette expression, le rôle d'un pasteur et d'un passeur. Un pasteur pour les conduire et un passeur pour les aider dans le labyrinthe des connaissances à trouver leur chemin personnel. Joël de René, a-t-on besoin encore de lieux spécifiques pour apprendre? Je crois que le lieu est fondamental. La Cité des Sciences, où je travaille, et le Palais de la Découverte, sont des lieux qui rassemblent les gens, qui leur permettent d'utiliser tous ces outils de la coéducation entre eux, mais en même temps, ils se parlent. Ils parlent à d'autres gens. Ils rencontrent des gens qu'ils n'auraient pas rencontrés s'ils n'avaient pas été dans ce lieu. Donc, je suis convaincu... On ne va pas tous être derrière un écran. Non, au contraire, et j'espère que non. On va être, je crois beaucoup au lien social, au lien humain, à la capacité de critiquer, la capacité d'échanger, la nécessité de se parler. Donc oui, il faut des lieux de rencontre en même temps que les outils du numérique. On le fait à Universcience, on a des groupes d'élèves qui jouent des scénarios, qui jouent même des rôles dans des sujets très complexes qui leur permettent de apprendre aux autres tout en apprenant eux-mêmes. Joël de René, est-ce que ce que vous nous décrivez fonctionne ou ne fonctionnerait pas uniquement en ce qui concerne les sciences? Est-ce que pour ce qui concerne ce qu'on appelait les humanités autrefois, c'est le même processus? Il n'y a plus de différence entre la culture des humanités, la culture littéraire, la culture scientifique. La culture, c'est un ciment qui réunit les éléments épars d'un monde disjoint, dont nous avons appris des morceaux par la presse, par l'éducation, par l'Internet. Et donc, cette culture, c'est de rassembler. Intelligence, ça veut dire intelligere, ça veut dire rassembler les choses. Et donc, la culture et l'intelligence, c'est l'intégration, c'est le rassemblement. Donc, la connaissance aujourd'hui, et nous allons vers les sociétés de la connaissance, et plus seulement les sociétés de l'échange matériel, de produits et de services, cette société de la connaissance va être fondée sur l'intégration des savoirs, le partage, et c'est dans le partage, la solidarité, la générosité de l'échange avec les autres qu'on peut encore mieux apprendre qui on est, ce qu'on veut, et donner du sens à sa vie. Merci, Joël de René. Merci d'avoir été toute la journée l'invité d'un monde d'idées sur France Info.